Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Guedj derrière le masque. Nous sommes au ministère de la Santé et des Solidarités, au ministère délégué chargé de l'autonomie où nous sommes accueillis ce matin pour le lancement de la première semaine nationale de la dénutrition, organisée à la demande du ministère de la Santé par le collectif de lutte contre la dénutrition. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir, depuis ce ministère, lancer cet événement important pour nous toutes et nous tous, dans un contexte sanitaire évidemment très particulier, qui est contraint évidemment à l'organisation de cette semaine, mais elle a lieu et bien lieu. Nous en reparlerons, des centaines, des milliers d'événements organisés partout dans le pays, et puis des événements en distanciel, bien évidemment, comme celui-ci. Nous donnerons la parole à une série d'acteurs éminents qui, depuis des années, porte ce combat sur la lutte contre la dénutrition, mais sans tarder, à tout seigneur, tout honneur, Olivier Véran, qui devait être présent parmi nous, vous l'imaginez, est retenu par les circonstances, et nous avons le plaisir d'avoir un mot d'accueil de Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, naturellement impliquée dans cette semaine nationale de la dénutrition. Donc, la parole à Brigitte Bourguignon. Monsieur le Président de la Mutualité française, cher Thierry Baudet, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, cher Éric Fontaine, cher Michel Delaunay, cher Jérôme Guedj. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette première semaine nationale de la dénutrition. Mes premiers mots vont naturellement aux organisateurs que je remercie chaleureusement. Je leur renouvelle ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes représentées mon soutien plein et entier, car ce temps de réflexion sur ce qui constitue bien souvent un des angles morts de nos politiques publiques, la dénutrition, est essentiel, en particulier pour les personnes âgées. Si la lutte contre la dénutrition est un sujet de fond qui nécessite notre investissement et le concours de l'État, je ne pouvais m'adresser à vous aujourd'hui en faisant fi du contexte sanitaire que nous connaissons depuis de nombreux mois. Vous le savez, la forte pression que la crise sanitaire exerce sur nos services de réanimation a conduit le président de la République à décréter un second confinement. C'était la seule décision responsable à prendre pour éviter l'encombrement aux urgences et soulager autant que faire se peut les professionnels soignants engagés en première ligne. Cela étant, les modalités de confinement ont été adaptées à la lumière des enseignements que nous avons tirés du premier confinement. Pour les EHPAD en particulier, les visites sont toujours possibles, avec une application stricte des protocoles sanitaires. Cela traduit une conviction personnelle de longue date que je sais partagée par beaucoup d'entre vous. L'isolement tue. À domicile ou en établissement, le protéger sans isoler s'est ainsi imposé, comme la seule réponse à adopter pour protéger au mieux les personnes âgées. Cette crise sanitaire, ce reconfinement, nous met évidemment tous à l'épreuve. Elle occupe une large partie de nos journées, une large part de notre esprit. Mais elle ne durera pas éternellement. Elle peut même servir d'élément déclencheur pour nous forcer collectivement à repenser la question du grand âge. Les nombreux défis posés par la société de la longévité, dans laquelle nous sommes entrés de plein pied, et l'urgence démographique, vous le savez, nous y poussent. La finalisation du projet de loi Grand Âge, qui demeure ma priorité, apportera les réponses concrètes, co-construites avec tous les acteurs à cette urgence. Cette première semaine nationale de la dénutrition vient ainsi à point nommé. Je voulais saluer d'abord le travail du collectif de lutte contre la dénutrition, organisatrice de cette semaine et qui porte ce combat depuis longtemps. Je voulais saluer aussi votre cri d'alerte, cher Éric Fontaine, que vous avez lancé par ces mots « Maigrir, c'est mourir ». La dénutrition est un enjeu immense. Elle touche un quart des personnes âgées de plus de 75 ans, à plus forte raison lorsqu'elles sont isolées. Soyez convaincus de mon engagement et celui de l'État sur cette question. Pour remédier à cela, je crois que nous pouvons agir à différents niveaux. Sur l'isolement, sur l'identification des personnes fragiles, et je connais, cher Jérôme Guedj, l'engagement qui est le vôtre sur cette question. Nous avons d'ailleurs lancé une mobilisation nationale contre l'isolement des personnes vulnérables en période de crise sanitaire avec les élus locaux pour répondre à cet enjeu au plus près des territoires. Sur la dénutrition, le 4e programme national Nutrition Santé
pour 2019-2023 intègre la lutte contre la dénutrition dans ses objectifs. Nous le savons, pour lutter contre la dénutrition chez les personnes âgées notamment, il faut agir le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que les premiers indices d'un risque apparaissent. Nous devons collectivement et dans une logique de parcours et de prévention organiser une chaîne de réponse afin de réussir à identifier ce risque. Les familles, les voisins, les associations, les médecins traitants, les services d'aide à la personne, les professionnels du médico-social sont autant d'acteurs qui peuvent aider à repérer et à prévenir le danger de la dénutrition. Votre collectif a fait 14 propositions pour lutter contre la dénutrition que j'ai examinées avec attention, parmi lesquelles améliorer l'état bucco-dentaire, promouvoir l'activité physique, former l'ensemble des professionnels ou encore faire de la lutte contre la dénutrition une composante à part entière des politiques nationales et locales de santé. Permettez-moi de retenir tout particulièrement cette dernière proposition et de vous assurer de mon soutien plein et entier pour intégrer ce sujet aux réflexions et travaux que nous menons. Je sais que beaucoup de manifestations et d'événements locaux étaient prévus pour sensibiliser le grand public à cette question. Si les conditions sanitaires ne permettent malheureusement pas d'en organiser un certain nombre dans de bonnes conditions, je voulais saluer votre volonté de valoriser les initiatives locales et les forces vives de notre société sur cette question. Il me reste donc à vous souhaiter de bons travaux avec les belles interventions et ateliers qui s'annoncent au cours de cette semaine. Je compte sur vous pour me rendre compte de vos échanges qui, je n'en doute pas, viendront nourrir notre grande réforme autonomie. Je vous remercie. Merci pour ce message. Sans tarder, je cède la parole à Éric Fontaine, président du collectif de lutte contre la dénutrition. Professeur, tout a démarré en 2016, en tous les cas pour le collectif. Fort heureusement, la lutte contre la dénutrition était inscrite évidemment à l'agenda. Alors, 3 ans et demi, 4 ans après, au lancement de cette semaine, quel état d'esprit, quelle priorité? Eh bien, un état d'esprit finalement assez content, malgré les circonstances, du fait qu'on ait enfin reconnu, qu'on ait réussi en fait à obtenir, nous, une partie de nos propositions, et notamment le fait qu'on inaugure cette année la première semaine nationale de la dénutrition, et les mots extrêmement encourageants de Madame la Ministre sur le fait que ce problème, qui est selon nous une maladie, va enfin être prise au sérieux et qu'éventuellement on obtiendra une réorganisation des soins pour dépister, pour prévenir bien sûr, pour dépister et prendre en charge ces patients. Je vous rappelle qu'on estime qu'il y a en France plus de 2 millions de nos concitoyens qui sont dénutris, donc c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est une maladie qui peut être extrêmement grave, comme toutes les maladies quand elles évoluent. Et le cri d'alarme qu'on veut en fait faire maintenant, c'est de dire ça existe. N'imaginez pas que la dénutrition est quelque chose qui n'existe que dans les pays en voie de développement. La dénutrition en France, elle est liée au fait que les gens mangent peu. Ils mangent peu parce qu'ils n'ont pas faim. Donc ce n'est pas un problème d'accès à la nourriture, mais c'est un problème d'avoir envie de manger. Vous savez qu'on avait un slogan à un moment qui disait « la faim tue, mais l'absence de faim aussi ». Et donc c'est cette situation que nous avons en France. Et comme toutes les maladies, l'important c'est de la dépister le plus tôt possible et éventuellement même, et c'est encore mieux, de la prévenir. Et durant toute cette semaine, on essaiera de vous expliquer comment il faut faire pour que cela s'organise dans de bonnes situations. La bonne nouvelle, finalement, c'est que la dénutrition, elle témoigne d'un progrès, un progrès de la médecine. Il faut bien imaginer qu'à une époque où les gens décédaient assez rapidement d'une maladie grave, les maladies successives n'avaient pas le temps d'apparaître, alors qu'actuellement, puisqu'on vit longtemps avec des maladies chroniques et que l'on peut même vivre longtemps avec du cancer, eh bien, la dénutrition apparaît comme un problème émergent qui devient important à dépister et à traiter. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens de prendre en charge ces patients et que
la prise en charge est d'autant plus efficace que le diagnostic est fait le plus tôt possible. Et donc, ce qui est fondamental de retenir comme message extrêmement simple, c'est qu'il faut se peser et que tout amaigrissement doit entraîner une consultation chez son médecin pour essayer de comprendre les raisons de cet amaigrissement et de traiter et d'arrêter l'amaigrissement avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, on peut aussi regarder avant l'amaigrissement, la perte d'appétit. C'est un petit peu plus difficile à faire parce que de temps en temps, on ne s'en rend pas compte, alors que la balance, elle est tout à fait fiable. Donc, s'il y a un message à garder, c'est pesez-vous, pesez vos proches et alertez-vous, ne laissez pas l'amaigrissement submerger les patients et il faut à ce moment-là donc très vite alerter et des solutions d'enrichissement ou des solutions de nutrition, il en existe. Je ne sais pas si j'ai passé mon temps. Non. Alors, j'espère que vous nous voyez bien à l'écran, les uns et les autres. Nous, on n'est pas tout à fait certains, pour tout vous dire. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez bien entendu l'intervention du professeur Éric Fontaine, qui de toute façon réinterviendra à l'issue de cette présentation. Moi, je vais m'adresser tout de suite. On a dit que cette semaine, c'était des centaines, des milliers d'événements organisés sur le territoire en dépit du contexte sanitaire. C'est aussi une visibilité médiatique avec des partenaires, avec tout un réseau. Et nous sommes heureux d'avoir eu comme premier partenaire qui a répondu présent immédiatement la Mutualité française. Et donc, je cède bien volontiers la parole à Thierry Baudet, le président de la Mutualité française. Cher Thierry Baudet, cet engagement dans la semaine de la dénutrition, c'était quelque chose d'évident et de naturel pour la Mutualité française? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérôme. Oui, c'était comme une évidence parce que pour la Mutualité française, il est vraiment important d'être aujourd'hui à vos côtés pour lancer cette première semaine de lutte contre la dénutrition. Si nous avons souhaité accompagner la démarche initiée par le collectif, c'est parce que cette pathologie est trop méconnue et alors que, comme ça vient d'être dit, elle touche 2 millions de personnes dans notre pays, elle concerne tous les âges et nous mesurons, je crois, les uns et les autres que cette pathologie silencieuse génère des troubles multiples, risque de chute, infection, fonte de la masse musculaire, également tous les retentissements psychiques et relationnels, et on sait qu'elle peut même conduire au décès dans les cas les plus graves. Alors, on s'y est associé parce que la dénutrition, c'est aussi une réalité à laquelle les professionnels de santé mutualistes sont régulièrement confrontés dans nos EHPAD, plus de 200 EHPAD, dans nos services de soins à domicile, dans nos cliniques. Et ça fait des années maintenant que nous engageons à ce titre des actions de prévention ciblées. Par exemple, tous les établissements mutualistes font partie d'un programme La vie à pleines dents, longtemps, lancé en 2006 et dont l'objectif est de former les professionnels à la mise en place de 2 toilettes bucco-dentaires auprès des résidents en EHPAD ou des personnes âgées à domicile. Et il nous semble que la mise en place de ce protocole participe grandement au repérage de la dénutrition. Alors, sensibiliser le grand public et les professionnels du secteur médical et médico-social, c'est d'autant plus important dans le contexte sanitaire d'aujourd'hui. La ministre l'a rappelé et je pense notamment aux personnes vulnérables à leur domicile et avec les risques d'isolement et potentiellement de dénutrition. Donc, nous savons combien il est majeur de renforcer nos politiques de prévention et la culture de santé publique dans notre pays et la Mutualité française, avec ses moyens, à vos côtés, souhaite y apporter sa contribution. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de s'impliquer dans le collectif, en relayant et en appuyant les messages, mais également en mobilisant nos réseaux de prévention et de services de soins et d'accompagnement mutualistes.
détecter les cas de dénutrition, sensibiliser et informer tant les professionnels de santé et d'accompagnement que les patients et leurs familles. C'est l'objectif que nous nous donnons. Je ne vais pas détailler les actions que nous allons mener, mais simplement vous dire qu'on sait déjà que la mobilisation est importante. On le voit ce matin, beaucoup d'actions recensées sur tout le territoire, en dépit du contexte, avec la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs. Cette première semaine est d'ores et déjà une réussite et on est très heureux d'être à vos côtés et de l'accompagner. Merci beaucoup Thierry, merci pour ce soutien. Donc j'en profite, hein, plus de 2300 événements. Nous avons donc notamment produit le collectif avec le soutien de la Mutualité française, ce document qui est distribué à plus de 200 000 exemplaires partout dans le pays, qui est destiné à expliquer, qui est distribué dans des EHPAD, dans des centres hospitaliers, par des associations, par des collectivités locales, expliquer ce qu'est la dénutrition, comment la prévenir, comment la repérer, avec des messages grand public. Donc merci, des vidéos qui sont également disponibles sur le site du collectif et qui vont circuler toute la semaine et au-delà sur l'ensemble des réseaux sociaux, les affiches que vous voyez derrière certains des intervenants aujourd'hui. Bref, c'est le propre d'une semaine d'information en santé, pouvoir interpeller le plus largement. Et alors, justement pour interpeller, le collectif a décidé, et je vais prendre quelques minutes pour vous le présenter, de lancer une enquête inédite sur la dénutrition, réalisée par le grand institut de sondage, l'IFOP, et en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Donc c'est une enquête sur la dénutrition en contexte de Covid. Je ne sais pas donc si on peut basculer pour que l'enquête puisse être visible. Allons-y, merci beaucoup. Le voilà, je vous remercie. Donc cette enquête IFOP, collectif de lutte contre la dénutrition et Fondation Jean Jaurès, qui a été réalisée à la fin du mois d'octobre, donc vraiment très récemment, auprès d'un peu plus de 1000 personnes. La première question qui renvoie à un des messages que porte le collectif et qui est la raison même d'être de cette semaine, c'est que si en apparence 77% des Français disent avoir déjà entendu parler de la dénutrition, en réalité, seuls 46 voient précisément de quoi il s'agit et qu'une majorité de Français a du mal à définir exactement ce qu'est la dénutrition. Et d'ailleurs, il continue pour une part non négligeable, bien évidemment, 59% nous disent que c'est mal se nourrir, mais il continue à la confondre à la sous-nutrition pour raison de précarité économique ou pour raison de famine, avec ce qu'évoquait Eric à l'instant, cette figure de la dénutrition liée à ces situations de catastrophes naturelles ou de famine. Quand on échange avec eux et qu'on définit davantage la dénutrition, on a quelques-uns des messages, idées fausses ou idées communément admises qui continuent à être très présentes. D'abord, il y a une belle intuition, une belle clairvoyance de l'ensemble de nos concitoyens. 93% comprennent bien que la dénutrition peut concerner à tout âge. La ministre Bourguignon insistait tout à l'heure sur le fait que, bien évidemment, les personnes âgées sont parmi les personnes fragiles, mais comme vient de le rappeler Éric Fontaine, les patients hospitalisés, les victimes du Covid aujourd'hui, ou même un enfant sur 10 hospitalisé peut être concerné par la dénutrition. 91% nous disent que la nutrition est évidemment un élément central pour rester en bonne santé. Et une très large majorité, 84% d'un côté, 81% de l'autre, comprennent bien que la dénutrition est à la fois une cause de certaines pathologies et aussi une conséquence de certaines pathologies. En revanche, il y a quelques idées dont on essaye de tordre le cou dans cette semaine et dans la mobilisation. On nous dit à 81% qu'il est normal de maigrir quand on a un cancer ou une maladie grave. Alors, il est normal de perdre l'appétit, ça on l'estime. Il n'est jamais normal de maigrir. Et c'est un des objectifs que de le dire. Même chose pour celles et ceux qui estiment encore à 50% qu'il est normal de maigrir en vieillissant. C'est déjà mieux, cette prise de conscience, que pour uniquement 50% qu'il est normal. Ça veut dire qu'il y en a 50% qui pensent que c'est anormal. Voilà les choses à mettre en avant. Deux autres éléments à avoir en compte et à combattre. Les personnes âgées ont besoin de manger moins de viande. 56% continuent à croire à cela. On en parlera tout à l'heure, j'en suis sûr, avec Agathe, Renaud, Simon. Et puis,
clairvoyance aussi sur le fait qu'on peut être dénutri quand on est en surpoids ou obèse. 63% de nos concitoyens le pensent. Alors, c'est plus faible que les autres taux d'adhésion, mais ça demeure présent. L'identification, je le disais, des catégories de Français qui peuvent être objets soumis à risque de dénutrition. Donc, il y a encore quand même cette conviction que c'est d'abord et avant tout des personnes en situation de précarité. Ça peut être un facteur aggravant, incontestablement, mais ces 93%-là du sondage laissent à penser qu'on continue à croire que c'est un problème de précarité économique uniquement. Par contre, les autres populations sont bien identifiées, avec peut-être une crédulité plus faible s'agissant des enfants. Oui, les enfants peuvent être dénutris. Et donc, dans cette méconnaissance de la dénutrition, il y a un fait qui le confirme, une très large sous-estimation de l'ampleur du phénomène, puisque je vous le rappelle, les estimations, c'est 2 millions de personnes. Seuls 7% des personnes interrogées ont donné le bon chiffre. 45% nous ont dit on ne sait pas, et tous les autres l'ont très largement sous-estimé. Alors, deux informations importantes. On a posé la question sur est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez eu à connaître des situations de dénutrition une fois que les termes ont été bien définis. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le monde est concerné par la dénutrition. 32% des Français ont eu un proche souffrant de dénutrition. Et on a tous une personne âgée qu'on connaît, un malade du cancer, un malade d'une pathologie lourde qui peut être concerné. Et ce qui est très intéressant, ça c'est une donnée très inédite qu'on met en avant, on a donc posé la question aux Français, c'est la première fois qu'on le fait, est-ce qu'un médecin vous a diagnostiqué dans un état de dénutrition? Ça veut dire un diagnostic posé, le terme indiqué par un médecin, et 8% des Français ont indiqué avoir été, un jour dans leur vie, été diagnostiqués en état de dénutrition. Vous voyez l'ampleur. Et surtout, ce qui est intéressant, 2% ont dit que ça avait été le cas lors des 12 derniers mois. Et ces 2%-là, ça colle avec l'estimation des 2 millions de personnes, 2% de Français adultes. On est vraiment dans la cohérence et donc dans la confirmation de cette massification du phénomène de dénutrition. Alors là, à ce moment-là, on a posé des questions et Éric Fontaine a insisté sur l'importance de la pesée. Et on a demandé aux Français s'ils se pesaient et s'ils se pesaient régulièrement. Alors, il y a des obsessionnels de la pesée qui le font tous les jours. On peut imaginer que cela, c'est parce qu'ils surveillent plutôt la crainte de prendre du poids. C'est des obsessionnels du régime. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des chiffres, vous le voyez, parmi les Français, qui nous indiquent que à plus de 50%, voire plus, ils ne se sont pas pesés dans le dernier mois écoulé. Or, la recommandation sanitaire, c'est de surveiller son poids régulièrement. Quand on a 8 ou 10% des Français qui nous disent qu'ils ne se pèsent jamais, c'est un problème. Et quand ils indiquent que c'est pour 49% d'entre eux au-delà d'un mois, c'est une difficulté, d'autant que ce chiffre est certes plus faible s'agissant des personnes âgées, mais on a aussi 35% des personnes âgées de plus de 65 ans qui indiquent qu'elles ne se pèsent pas tous les mois, et ça fait partie des messages à recommander que d'avoir cette pesée régulière. Préoccupant aussi, et cette question relative à la pratique de la pesée chez les médecins. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les médecins, il y en a beaucoup autour de cette table, mais de dire que voilà, un des enjeux, c'est de culturellement réinstaller la pratique de la pesée, puisque on a ce chiffre, 76% des personnes interrogées indiquent que la question de la perte de poids éventuelle est rarement ou jamais abordée par le médecin, et que même la pratique de la pesée dans le cabinet médical n'est systématique que dans un quart des visites, et elle l'est rarement ou jamais dans 52% des cas. Quand on affine s'agissant des personnes âgées, les personnes âgées disent qu'on leur demande un peu plus souvent, systématiquement, le poids. Dans un tiers des visites, on demande le poids. L'objectif, et on verra, on suivra ça dans quelques années, c'est que cette pesée redevienne plus systématique. Quelques-unes des propositions du collectif, dont a parlé Brigitte Bourguignon tout à l'heure. Une très forte adhésion à la proposition de systématiser, de proposer un dépistage bucco-dentaire en prévention. On en parlera dans un instant avec Joseph John Baranès. Là aussi, une très forte adhésion au suivi systématique du poids des personnes fragiles, peser et renseigner les dossiers médicaux sur cet élément. L'amélioration de la qualité des repas à l'hôpital et dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux. Ça, c'est un point récurrent. Comment faire pour qu'on mange mieux dans les moments où on est fragile. Favoriser les activités physiques adaptées pour les personnes fragiles. Un plan de lutte spécifique, et je vais trop vite. Et même une acceptation d'une augmentation des dépenses de prévention
pour éviter des dépenses de réparation. Bref, une très forte adhésion, un plébiscite de nos concitoyens à une prise en compte de ce sujet de dénutrition. Et enfin, pour terminer, c'est aussi l'occasion d'un sondage de cette nature. On a demandé aux gens quel était leur poids et quelle était leur taille, ce qui permet de calculer leur indice de masse corporelle. Et là aussi, on a des chiffres qui sont très en phase avec les données épidémiologiques de Santé publique France ou de la Haute Autorité de Santé, avec notamment en situation de maigreur, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle inférieur à 18,5, 5% des personnes interrogées. Et on a même demandé à extraire, s'agissant des personnes de plus de 65 ans qui ont répondu. Et là, on arrive à 8% des personnes de plus de 65 ans qui ont répondu, qui ont un indice de masse corporelle qui, pour les personnes âgées, dans une recommandation élaborée par la Haute Autorité de Santé en 2007, c'est un IMC inférieur à 21. Donc, on voit bien 8% des plus de 65 ans en situation de dénutrition. On est d'ailleurs là dans les estimations communément admises, où on dit entre 4 et 10% des personnes âgées sont en situation de dénutrition. Voilà, deux dernières données intéressantes, même si il faut les interpréter avec des pincettes. 30% des Français ont indiqué que depuis le premier confinement en mars, ils ont perdu du poids durant le confinement, et 7% d'entre eux, plus de 5 kilos. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a eu 7% de gens qui sont en situation de dénutrition, mais comme c'est une alerte à partir d'une perte de poids de 3 kilos très rapidement, voilà un élément qui dit aussi que le confinement et que le Covid a des effets directs et indirects. Bien évidemment, pour les patients touchés par le Covid, hospitalisés ou en réa, perte du goût, perte de l'odorat, tout ça a des conséquences, mais aussi des conséquences indirectes liées au confinement, liées à la sédentarité, on en reparlera dans un instant, à la perte d'appétit. Voilà, et puis un dernier chiffre qui était aussi pour corréler, 3% des gens qui ont été interrogés ont indiqué avoir eu un diagnostic. Là aussi, c'est en phase avec le 1,5 million de Français qui ont eu un test positif jusqu'à présent. Voilà, un premier sondage, une interpellation, une note de la Fondation Jean Jaurès que j'ai eu le plaisir de rédiger et qui est publiée aujourd'hui, que donc vous pourrez retrouver en accès, et qui met en relief les résultats de ce sondage et les enjeux et les priorités pour la prise en compte et la prévention de la dénutrition. Voilà. Je suis le programme et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à donner la parole au président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, Pierre de Chelotte, en ligne avec nous depuis le CHU de Rouen. La SFNCM est un des acteurs historiques, éminents, essentiels, et Pierre lui-même très impliqué dans ces enjeux de dénutrition. Donc j'ai envie de demander, professeur, quel est le message prioritaire que vous avez envie d'adresser au début de cette semaine nationale de la dénutrition à vos collègues et puis aussi au grand public? Écoutez, merci Jérôme pour cette invitation, et je crois qu'il faut se réjouir de cette initiative de la semaine de lutte contre la dénutrition. Depuis plus d'une trentaine d'années, notre société savante s'est investie pour former les professionnels de santé au repérage, à la prise en charge active et au suivi au long cours des patients confrontés à la dénutrition. Et il y a quelques années, Éric Fontaine, quand il présidait notre société, a eu cette intuition tout à fait positive de se dire qu'il fallait aller plus loin qu'une société savante et d'ouvrir ce collectif qui permet de sensibiliser un plus large public encore à cette problématique de la dénutrition. Pour ce qui nous concerne en tant que professionnels de santé, c'est clairement un enjeu du quotidien dans les hôpitaux, dans les EHPAD et au cabinet du généraliste ou du spécialiste que d'avoir ce réflexe qui est très bien rappelé dans l'étude IFOP qui vient d'être présentée. Peser, évaluer l'état nutritionnel, c'est vraiment un geste clinique du quotidien qui doit faire partie de l'examen clinique pour tout patient, surtout lorsqu'il y a une maladie évolutive dont on connaît le risque de favoriser cette dénutrition. Alors, ce n'est pas très compliqué, il faut avoir ce réflexe, il faut avoir cet œil nutritionnel en tant que professionnel de santé, parfois même en rentrant simplement dans la chambre du patient ou en le voyant entrer dans le cabinet de consultation, on repère cette faiblesse musculaire, ce manque de dynamisme qui sont des traductions déjà, hélas, d'une dénutrition présente. L'idéal, comme beaucoup de choses en médecine, c'est de prévenir, et donc nous formons également nos jeunes collègues internes, étudiants en médecine, à avoir cette vigilance de l'anticipation de la perte de poids. Et donc c'est souvent dès le début du diagnostic qu'il faut conseiller aux patients atteints par exemple de cancer, de maladies neurodégénératives ou de maladies simplement chroniques,
respiratoires, cardiaques ou autres. Il faut avoir cette vigilance et cette anticipation, faire prendre conscience le patient et son entourage de l'importance de maintenir des apports alimentaires, de maintenir une activité physique et surtout de savoir tirer la sonnette d'alarme si le patient remarque qu'effectivement il flotte un peu dans ses vêtements, tous ces petits signes du quotidien qui vont nous mettre en alerte. Donc, cette vigilance, cette formation des professionnels de santé, c'est notre quotidien au sein de la SFNCM et nous la déclinons cette préoccupation au travers d'ouvrages, de sites, d'un site internet très fourni, de publications didactiques pour les professionnels de santé, de congrès. Et bien sûr, c'est un combat de tous les jours que relaient nos collègues dans les hôpitaux au travers des clans, des comités de liaison alimentation-nutrition, des unités transversales de nutrition. Et c'est un combat multiprofessionnel qui est mené aussi bien par les infirmières, les aides-soignantes qui sont au quotidien près des patients, que les diététiciens qui jouent un rôle clé dans ce dispositif, et bien sûr les médecins plus spécialisés en nutrition qui peuvent aider à résoudre les cas les plus complexes. Donc voilà, c'est quelques mots de notre engagement permanent et poursuivi, et nous serons très heureux dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'apporter notre contribution au succès de la semaine de la dénutrition au travers de 1001 initiatives qui vont être déclinées dans les établissements hospitaliers. Donc, bon succès à cette semaine et bravo aux organisateurs. Merci beaucoup, professeur. Alors justement, transition de Agathe Reynaud-Simon et Joseph John Baranès du collectif de lutte contre la dénutrition vont insister maintenant à la fois sur les messages prioritaires qu'eux aussi ont même envie de passer. Agathe est une spécialiste des sujets de dénutrition s'agissant des personnes âgées. Joseph John Baranès sur les enjeux de santé bucco-dentaire. Mais avant cela, peut-être nous dire un mot justement sur cette semaine et son déploiement partout sur le territoire. Bonjour, merci. Oui, déjà nous sommes très heureux de voir combien les professionnels se sont mobilisés pour initier des actions dans toute la France. On en est aujourd'hui à plus de 2200 actions qui ont été répertoriées sur tout le territoire en métropole et hors métropole en réalité. Beaucoup de ces actions concernent les hôpitaux, beaucoup concernent les EHPAD. On s'aperçoit aussi que les pharmacies ont été impliquées. Il y a des grandes structures comme Silver Fourchette ou Maison Gourmand des Responsables qui ont mené tout un tas d'actions. C'est l'occasion pour eux d'initier des nouvelles actions à l'occasion de cette semaine. C'est aussi pour eux l'occasion de valoriser un travail qui date souvent de plusieurs années pour s'impliquer sur la sensibilisation contre la dénutrition. Donc oui, beaucoup d'actions en France, on en est très fiers. On fera un bilan de cette semaine de la dénutrition. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette semaine nationale de la dénutrition, elle intéresse la France. Il faut savoir que c'est un mouvement international, puisqu'au mois d'octobre, les États-Unis, le Canada, le Portugal, le Danemark ont aussi lancé des semaines de lutte contre la dénutrition. C'est vraiment un mouvement récent, européen, international, qui fait qu'on va vouloir finalement faire parler de cette maladie qui est restée longtemps silencieuse. Maintenant, on voudrait que les patients eux-mêmes, que les personnes âgées elles-mêmes et leur entourage puissent signaler, comme elles signalent maintenant la douleur, qu'elles signalent maintenant le fait de perdre l'appétit et de perdre du poids et qu'on puisse s'en occuper. Joseph John Baranès, Agathe Reynaud-Simon a alerté à l'instant sur l'importance pour les personnes âgées de repérer, de dépister. C'est deux sujets aussi qui sont essentiels sur la porte d'entrée de l'alimentation qu'est la cavité buccale. Et donc, le message souvent qui est porté, ces sujets-là concernent l'ensemble des professionnels de santé, les médecins, les nutritionnistes, les pharmaciens, les diététiciens, mais aussi, bien évidemment, les dentistes et tous ceux qui sont en charge de l'hygiène bucco-dentaire. Merci de me donner la parole sur ce sujet-là. Fondateur et secrétaire général du collectif, je me permets de vous dire que mon rôle au sein du collectif a été en permanence de démontrer que l'amélioration de l'hygiène orale et la santé bucco-dentaire comme axe majeur pour la prévention de la dénutrition en France. En effet, comment il pourrait être possible de profiter du plaisir d'un repas, de la convivialité,
avec des prothèses mal adaptées, avec des problèmes de fractures dentaires, des muqueuses douloureuses et des gencives douloureuses, une absence de salive qui est souvent constatée avec le vieillissement. Et je ne suis pas tout seul à le penser, puisque si on regarde le sondage IFOP, 91%, ce qui est colossal, des Français interrogés souhaitent un dépistage et des soins pour résoudre leurs problèmes de dentition et prévenir, selon eux ainsi, la dénutrition. Enfin, je pense en particulier aux personnes âgées, et même si ce problème concerne tous les âges, n'est-il pas possible d'imaginer que pour eux, ça correspondrait aux principaux moments de plaisir qui rythment leur partie de journée? Enfin, on a souvent parlé des solutions parce qu'il y a souvent un brouhaha autour des solutions. Eh bien, en fait, pour moi, elle passerait par la formation de toutes les catégories de professionnels de santé. Et M. Baudet, tout à l'heure, a illustré la démarche qu'a fait la Mutualité française, qui est une très belle démarche. Mais également, il faut sensibiliser sur les territoires au travers des associations, non seulement les aidants, mais aussi les familles. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je voulais quand même faire un focus particulier sur les deux événements en chirurgie dentaire et en santé bucco-dentaire, que sont le mardi 17 novembre, où nous avons un webinar en compagnie de notre marraine du collectif, la ministre Madame Michel Delaunay, en compagnie d'Éric Fontaine et de moi-même, où on va parler du rôle des collectivités locales, des associations, des organismes de protection sociale et des professionnels de santé. Enfin, le jeudi 19 novembre, on a une action emblématique de notre collectif qui est consacrée à un téléstaff EHPAD qui aura lieu en fait au CHRU Tours et participation de l'ARS pour l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Vous voyez que c'est assez riche. Ce qu'on peut retenir de tout cela, c'est que les solutions passent évidemment par la clé de voûte de l'interprofessionnalité et la formation, et que, pour finir, je dirais que la santé orale est un prérequis à la prévention de la dénutrition. Merci. Merci, Joseph John. Agathe, dans les messages prioritaires sur la prévention et la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées, dans cette période du Covid où on se dit qu'il y a eu des inquiétudes liées au confinement, et plus largement, quels sont les messages prioritaires que vous avez envie de passer? Alors peut-être que c'est déjà important de dire que fort heureusement, la majorité des personnes âgées vont bien et vivent à domicile dans de bonnes conditions. Par contre, c'est important de peser régulièrement, d'accepter de se faire peser régulièrement pour identifier les sujets qui commencent à perdre du poids. Parce que perdre du poids quand on est âgé, même si on est en surpoids initialement, ça veut dire perdre du muscle. Et si on perd du muscle, eh bien on perd des forces. On va commencer à marcher lentement, on va commencer à avoir des difficultés à monter et descendre les escaliers, à se lever d'un fauteuil quelquefois. Et ce sont ces personnes âgées fragilisées qui ont perdu du poids, qui ont perdu du muscle, qui vont finalement présenter des chutes et quelquefois une fracture du col du fémur. Et c'est plus de la moitié des personnes âgées qui sont hospitalisées dans le cadre d'une fracture du col du fémur qui sont dénutries dès l'arrivée. Donc c'est une dénutrition qui s'est passée auparavant. C'est aussi ces personnes-là qui vont perdre de l'autonomie et de la mobilité. Alors si c'est tellement important de dépister les pertes de poids précoces, parce que c'est un bon moment pour intervenir, c'est un bon moment pour leur expliquer qu'il faut garder un poids stable, il faut manger suffisamment pour garder un poids stable, il faut manger suffisamment de protéines pour entretenir ses muscles et il faut faire de l'activité physique modérée. Il ne s'agit pas de faire du sport de compétition, mais de se mobiliser tous les jours dans ses capacités pour pouvoir entraîner ses muscles. Donc, c'est important de dépister précocement et de donner de bonnes habitudes aux personnes âgées pour qu'elles puissent vivre le plus longtemps possible dans des bonnes conditions d'autonomie. La dénutrition et la dépendance sont deux choses qui sont très intriquées. Et puis aussi les encourager
à consulter, à informer leur médecin de ces pertes de poids. C'est comme ça qu'on arrive à traiter la dénutrition, et on sait que traiter la dénutrition, c'est efficace. Traiter la dénutrition, ça limite le risque d'hospitalisation quand on est à domicile. Quand on est à l'hôpital, ça limite le risque des complications post-opératoires en particulier. Et quand on est hospitalisé et qu'on rentre chez soi, le fait d'être bien nourri empêche de revenir à l'hôpital. Donc on a un niveau de preuve très important pour dire que oui, c'est utile de dépister parce qu'on peut traiter, on peut prendre en charge avec des moyens qui peuvent être tout à fait acceptables. Donc le message est positif, on peut dépister, on doit dépister et prendre en charge les personnes âgées. Merci beaucoup Agathe. Une gériatre vient de s'exprimer. Belle transition pour donner la parole à Olivier Guérin, le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, depuis le CHU de Nice. Donc vous voyez qu'on couvre Grenoble est dans la place, Rouen, Nice. Olivier, même question qu'à Pierre de Chelotte. Le message principal dans le prolongement de ce que vient de dire Agathe et dans la pratique du moment au regard de la dénutrition, notamment des personnes âgées. Bonjour à tous, bonjour Jérôme et merci. Oui, l'engagement de la Société française de gériatrie et de gérontologie auprès du collectif, elle est historique et totale évidemment, puisque la dénutrition chez les sujets âgés est un des éléments clés de ce que Agathe vient de préciser, c'est-à-dire cette fragilité que l'on peut avoir en vieillissant. Et la fragilité, il faut bien comprendre que c'est le début, c'est un facteur de risque majeur de la perte d'autonomie et donc derrière de la dépendance. Et au-delà de l'enjeu de la dénutrition même, c'est une porte d'entrée extrêmement performante pour repérer cette fragilité qui est multidomaine, hein. Donc, on en profite à partir du moment, et c'est ça l'importance du dépistage et du diagnostic de la dénutrition ou du risque de dénutrition, de pouvoir regarder ce qui se passe sur l'autonomie à la marche, sur l'environnement social, sur le sensoriel, sur l'état cognitif, sur aussi un sujet qu'on néglige assez souvent et qui est très lié aussi au risque de dénutrition et à la dénutrition, qui est l'état psychique, on va dire l'anxiété et la dépression, qui sont des éléments clés, et puis les traitements, les médicaments qui nous permettent de revoir aussi. Tout ça, c'est extrêmement lié. Et donc, la dénutrition est un des facteurs de risque puissants de cette fragilité et donc de la perte d'autonomie de demain. Donc, il faut agir tout de suite et dans une vision très transversale et intégrative. C'est ça le sens de l'approche gériatrique et gérontologique qui permet d'intervenir sur tous les sujets dont je viens de vous parler, parce que la dénutrition, on sait la dépister, la diagnostiquer et la traiter. Et il faut que ça soit au sein de l'ensemble d'une prise en charge très multimodale qui associe à la fois de l'activité physique, mais aussi le dépistage et donc la prise en charge d'un trouble cognitif éventuel, d'un trouble de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression, et du renforcement aussi de toutes les mesures sociales permettant que la prise en soin soit complète. Donc c'est un élément absolument fondamental. Et évidemment, on sera extrêmement vigilant et extrêmement actif tout au long de la semaine pour montrer les enjeux clés autour de la dénutrition du sujet âgé. Quand on maigrit de manière involontaire, c'est toujours un signal d'alerte extrêmement puissant. Si ce message-là est passé, on aura déjà gagné beaucoup. On ne doit pas maigrir. Si on maigrit, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez vu, on martèle les mêmes messages. Avant de donner la parole, parce qu'on a un problème de connexion avec Michel Delaunay, mais comme ça a été dit, on la retrouvera dans un autre webinaire. Justement, si on peut me faire un partage d'écran maintenant, voilà. Et avant de céder la parole pour la conclusion à Éric Fontaine, vous dire que dans la suite des événements, en tous les cas à distanciel, les rendez-vous quotidiens avec des webinaires thématiques qu'on a d'une certaine manière un petit peu engagés. Nous allons commencer dès demain à 11 h et toutes les informations sont sur le site semaine de la dénutrition.fr, sur les réseaux sociaux avec le collectif, le compte Stop Dénutrition.
Donc toutes les informations de connexion pratique sur les intervenants. Demain, nous parlerons, et c'est bien évidemment d'actualité, de dénutrition et Covid à 11h pour ce webinaire. Je le reprécise, tous ces webinaires, naturellement, seront rediffusés et disponibles sur le site du collectif. Puis, cela a été évoqué, dénutrition et personnes âgées, le 16 novembre à 11h. Nous parlerons, ça a également été mentionné, de prévenir la dénutrition, le rôle de ces acteurs, de cette société mobilisée. C'est tout l'esprit même du collectif. La dénutrition n'est pas qu'un problème des professionnels de santé, de l'hôpital ou de la ville. C'est un sujet dans la société. C'est pour ça que la mobilisation des collectivités locales, des associations, des organismes de protection sociale, on a parlé de la mutualité française, mais je veux saluer naturellement aussi l'implication notamment de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des CARSAT, de la CNSA, bref, toute une série d'acteurs qui sont à même de nous aider à prévenir la dénutrition et à sensibiliser. Et enfin, le 18 novembre à 11h, un webinaire consacré à dénutrition et cancer, qui mettra l'accent justement sur, là aussi, la manière de prévenir et d'accompagner les malades du cancer. Voilà, un programme qui est riche. Je vous invite à aller sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Vous avez une carte de France où c'est assez vertigineux. Plus de 2300 actions ont pu être maintenues. Beaucoup ont lieu, ça a été dit, dans des EHPAD et dans des hôpitaux, mais aussi des conférences, des téléstaffs, comme ça a été mentionné, des sensibilisations par des professionnels, des pharmacies, etc. Donc, il se passe forcément quelque chose près de chez vous. C'est la construction d'un réseau d'acteurs très mobilisés. Et nous répondrons à l'invitation d'ailleurs de Brigitte Bourguignon et d'Olivier Véran, comme ça a été le cas au moment de l'élaboration du PNNS, puisque le collectif avait été sollicité pour alimenter la préparation du PNNS. De la même manière que le rapport de Dominique Libaud sur la concertation grand âge et autonomie avait mis un focus sur les enjeux d'alimentation pour les personnes âgées, nous répondrons à la proposition de Brigitte Bourguignon de nourrir la réflexion sur les travaux en cours, notamment la préparation de la réforme grand âge et autonomie. Voilà, Éric Fontaine, le mot de la fin, les perspectives et les compléments. Donc encore une fois, merci d'être là, merci de regarder ce webinaire ou de le revoir. Vous avez compris que c'était compliqué vu le contexte, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Je voudrais juste vous dire que la résonance de cette semaine, elle ne se fera pas sans vous et qu'il faut absolument continuer à être mobilisé. On a eu quelques petits lâchages de journalistes par rapport à ce qu'on souhaitait, compte tenu, là encore une fois, de la crise du Covid. Il faut quand même qu'on continue. Il faut juste peut-être faire une petite précision, parce que quand on parle de dénutrition en France, un certain nombre de personnes ont un petit peu de mal par le fait que tout au long de leur vie, on leur a parlé de prévention de l'obésité, et que arrive maintenant le collectif qui dit « Attendez, l'obésité, oui, mais la dénutrition aussi », c'est souvent mal compris, mal interprété, un peu dichotomique ou schizophrène. Je crois qu'il faut juste essayer d'expliquer les choses simplement. Les besoins nutritionnels au long de la vie sont des besoins qui évoluent et qu'on ne peut pas avoir un message qui marche à tous les coups pour tout le monde quand on est malade ou quand on est bien portant. Le message que les Français entendent très souvent, qui est celui de l'activité physique, de 5 fruits, de légumes, on va dire de la prévention de l'obésité, des maladies qui sont liées à l'obésité, le diabète par exemple, ou les maladies cardiovasculaires, est évidemment un message fondamental, extrêmement important, qui n'est pas du tout en opposition avec ce que nous soutenons, c'est-à-dire la prévention de la dénutrition. C'est juste de bien comprendre que ce message, il s'adresse en fait aux jeunes en bonne santé, et que nous, on essaye plutôt de dépister la dénutrition chez des gens qui sont malades. Donc il faut bien comprendre que les besoins sont différents et qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre, entre guillemets, entre les deux, ce d'autant que malheureusement, on peut être à la fois obèse et dénutri. C'est quelque chose de paradoxal, mais c'est en fait les personnes qui sont en surpoids, mais qui n'ont en fait pas assez de muscles. Ça s'observe très facilement quand on fait un scanner. Et donc, croyez-moi, ça existe. Et donc, il n'y a pas d'opposition. C'est vraiment très, très important de bien comprendre tout ça. Donc, allons-y. Faisons de cet événement quelque chose d'extrêmement important.
On espère que l'année prochaine, les situations seront très différentes et que finalement, cette espèce de grande fête qu'on voulait faire, on pourra la faire. Mais cette année, les conditions sont ce qu'elles sont. Il va falloir vraiment se démultiplier et faire toutes les actions qu'on a pu faire, qu'on avait pu prévoir. Certaines ont été, comme on l'a dit, un peu modifiées. Sur Grenoble, je peux vous dire que c'est ce qu'on va faire n'est pas ce qu'on avait prévu, mais on s'adapte. Voilà. Donc, faites du bruit, on va ainsi dire, et bonne chance, et merci de votre aide. Voilà, à toutes et à tous, merci. Moi, je termine par ce message, en fait, aussi positif, parce que c'est une maladie, certes, mais elle a la chance, et Éric Fontaine le dit souvent, on sait la prévenir, voilà, par les activités physiques, en améliorant la qualité de l'alimentation, en réhabilitant le plaisir du goût, en dépistant les problèmes bucco-dentaires. C'est une maladie qu'on sait dépister, et ça ne coûte pas cher de la dépister. Ce n'est pas des scanners ou des IRM, c'est des balances à utiliser et à mettre dans les services. Et puis, c'est aussi une maladie qu'on sait soigner quand elle est présente. Ça a été dit, on peut enrichir l'alimentation. Et puis, quand c'est nécessaire, il y a des compléments nutritionnels oraux. Et puis, quand c'est encore plus grave, il y a de la nutrition artificielle. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire, voilà une maladie qu'on sait prévenir, qu'on sait dépister, qu'on sait soigner. L'enjeu, et c'est l'objectif de cette semaine, c'est de la voir, de la nommer et de ne pas être dans le déni de cette maladie trop méconnue. C'est le sens de cette semaine. Encore une fois, merci à Olivier Véran, à Brigitte Bourguignon, à la Direction générale de la santé, au ministère de la Santé de nous avoir accompagnés aujourd'hui d'abord pour lancer cette semaine. Merci à la Mutualité française et aux centaines de partenaires qui nous permettent de faire vivre cette action cette année et les années suivantes. Voilà, et merci bien évidemment aux sociétés savantes qui nous accompagnent et qui sont intervenues aujourd'hui, à Pierre de Chelotte pour la SFNCM et à Olivier Guérin pour la SFGG. Maintenant, voilà, comme l'a dit Éric, faites du bruit, on compte sur vous. Merci.